Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour cette dernière conférence organisée par la chaire Finance. Le co-créateur de la chaire, Gérard Beckerman, de l'affaire, ne peut pas être là. Vous prie de bien vouloir en excuser. Et donc, c'est moi qui vais avoir l'honneur et le plaisir de vous présenter Jean-François Boulier, qui se trouve, je connais depuis très longtemps. Jean-François Boulier est diplômé de l'école polytechnique. Il a fait comme école d'application le génie rural et eaux et forêts. Et il a un doctorat, ce qui est assez amusant d'une certaine façon, vous allez voir pourquoi, en mécanique des fluides. Et si certains d'entre vous avaient déjà fait de la finance formalisée, notamment en temps continu, il y a certaines analogies entre la modélisation en finance et la modélisation en physique. Et donc, ce n'est pas complètement par hasard qu'il est sorti du domaine de la physique pour arriver au domaine de la finance. Il y a bien 20 ans ou 25 ans maintenant. On s'est rencontrés lors d'une conférence internationale, oui, bon d'accord, un peu plus. Et depuis, on s'est suivis et on est devenus amis et je suis très très content de l'accueillir. Alors après ces brillantes études, Jean-François a été directeur de la recherche au CCF. Et ceux parmi vous qui étaient là lors de la conférence de Philippe Pontet savent que l'ancien CCF est devenu HSBC France. Il y a une certaine filiation dans tout ça. Après avoir été donc directeur de recherche de la recherche à CCF, Jean-François est devenu directeur général, tu me corriges, directeur général de Sinopia Investissement, en charge précisément de tous les investissements. Puis, il est devenu... Alors, je ne sais pas quel est ton titre exact. J'étais responsable de la gestion. Responsable de la gestion. Ensuite, Jean-François est passé à la CAM, Crédit Agricole Asset Management, qui résultait de la fusion de certaines équipes du Crédit Lyonnais et du Crédit Agricole. Et là, tu as fait de la gestion de taux et de crédit. Taux et crédit, voilà. Exactement. Et enfin, depuis 5 ans, 7 ans et demi, Jean-François est président du directoire de Aviva Investors France. C'est à ce titre que nous l'avons invité à être notre dernier conférencier. Alors, comme d'habitude, Jean-François va nous exposer ses vues sur l'investissement à long terme. Et bien entendu, après, vous allez poser toutes les questions que vous voulez à bâton rompu. Et nous finirons par un cocktail d'adieu. Je passe la parole, mais adieu non définitif, bien sûr. Ce ne sera qu'un au revoir. Donc je passe la parole à Jean-François Boulier. Et je le remercie d'être venu. Merci beaucoup, Patrice. Moi aussi, je suis très heureux d'être là. C'est un honneur que d'être invité parmi vous. C'est également une bonne occasion pour traiter d'un sujet que j'aime beaucoup, investir et investir à long terme. Et j'ai choisi comme titre investir à long terme, l'avenir d'un pléonasme. Et en fait, c'est par écho d'un papier que nous avions écrit, co-écrit il y a bien 25 ans, lorsque j'étais responsable de la recherche quantitative du CCF, avec le fondateur de Sinopia Asset Management, et nous avions appelé notre papier « La gestion quantitative ou l'avenir d'un pléonasme ». Et de fait, la gestion est devenue totalement quantitative, presque trop même d'ailleurs. On a vu un certain nombre d'excès, donc il faut revenir vers des éléments plus fondamentaux. Et c'est un peu l'objet ce soir, c'est pas de revenir sur des équations. D'ailleurs, tu m'en voudras pas, Patrice, mais il n'y a pas une équation dans ma présentation. Et donc sans équation, mais pour essayer de passer ce qui me paraît très important en matière de pilotage des investissements, en matière de service aux épargnants, en matière de développement d'une épargne durable pour le bénéfice d'abord des épargnants, mais également de l'économie. Donc
sans équation, mais avec plus de conviction, sans renier les équations. Je pense qu'elles sont très importantes. Je suis sûr que vous en connaissez énormément. Et donc, mon idée est plutôt de venir sur les concepts, peut-être aussi sur les attitudes, les comportements, et sur des choses qu'on a un peu oubliées parfois, sur les vertus dans le métier. Voilà donc investir à long terme. Et je vais commencer non pas par des équations, mais par voilà, une œuvre d'art. C'est de Stahl, pour ceux qui le connaissent. C'est un des peintres que j'aime beaucoup, donc qui est mort tragiquement dans les années 50. Parce qu'investir, c'est davantage un art qu'une science. D'ailleurs, vous voyez, il y a un peu de bleu, blanc, rouge. C'est un art bien français, où on a vraiment des compétences à faire valoir, bien entendu dans la partie quantitative, mais également dans la partie analytique, dans la partie gestion des entreprises de gestion. Nous avons une activité d'asset management qui est parmi les premières en Europe, et qui, même si elle connaît des difficultés depuis la crise, est tout de même une entreprise, enfin un ensemble d'entreprises très, très dynamique. Et donc, il y a de ce point de vue-là un bon mélange de savoir-faire et de science, mais je crois avec l'expérience de très nombreuses années maintenant dans l'investissement, que c'est plutôt un art de faire que véritablement une science. Alors, je vais essentiellement me focaliser sur l'investissement, mais je crois qu'il faut avoir comme idée que si l'investissement n'est pas bien conduit, si l'épargne n'est pas bien gérée, c'est en fait l'ensemble de l'économie qui en souffre. Donc, c'est se rappeler que de l'épargne, ça n'est que juste de la consommation qui est différée, et qu'évidemment, épargner mieux avec un meilleur résultat à la fin, c'est une meilleure consommation à terme. Et que tout le transfert qui se fait là est un transfert qui est finalement utile à l'économie. On a entendu souvent, notamment parmi le personnel politique, des gens critiquer l'épargne au profit d'une consommation immédiate. Je trouve que ceci n'est pas juste et ceci n'est pas vrai. Donc il est très important de voir les répercussions sur l'économie positives d'avoir une épargne qui est bien gérée, ou des répercussions négatives d'une épargne mal gérée. Donc ces deux éléments sont tout à fait importants. Il y a un élément effectivement aussi d'avoir un élément important lié à la stabilité de cette épargne. Si elle est stable, les bénéficiaires de cette épargne, les entreprises qui sont financées, les gouvernements qui sont financés, les projets qui sont financés, vont pouvoir asseoir leur horizon de gestion économique sur une période plus longue. Et ça a évidemment énormément de bénéfices pour l'économie réelle. Pour que ça marche, il faut effectivement que les épargnants s'inscrivent dans une démarche patiente, dans une démarche où on comprend que l'argent qui a été mobilisé ne peut pas créer des dividendes le jour d'après. Donc il faut rentrer dans une pédagogie de pourquoi l'épargne produit, et je crois qu'on a oublié beaucoup cette partie-là, et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc patience et capacité de durer dans l'épargne et de faire en sorte qu'elle soit au bénéfice des entreprises et de l'économie pendant la période où elle est mobilisée, pour qu'elle soit à la fin au bénéfice des épargnants. Voilà, donc je vais traiter d'un certain nombre de sujets, quelques questions fondamentales, revenir sur le behavioral finance, une petite touche quantitative, et puis revenir sur les débats récents, notamment post-crise, et puis essayer de se projeter dans le futur pour terminer sur quelques remarques plus personnelles. Donc je vais commencer tout de suite par des éléments de long terme, les éléments fondamentaux. L'élément fondamental à long terme, c'est la capitalisation des intérêts. C'est l'élément fondamental sur lequel il faut revenir. Jour après jour, et j'allais dire, plus l'espérance de vie augmente, et plus c'est vrai, n'est-ce pas ? Et plus l'âge de départ à la retraite augmente, et plus c'est vrai.
Donc il y a de ce point de vue-là à revenir sur, sur l'importance du temps. Évidemment, le taux de croissance est très important, mais la durée est largement aussi importante. Alors ce qui est vrai, c'est que si le taux de croissance est important, les frais sont également très importants. Parce que tout prélèvement, même qui peut paraître infime jour après jour, va avoir un impact de long terme très, très important. Donc il est important que mon industrie soit en mesure de produire de la performance de façon efficace à des coûts qui soient raisonnés. Et c'est là tout l'enjeu de notre relation avec l'AFER, l'Association française d'épargne retraite et son président Beckerman, c'est de trouver comment on peut produire collectivement moins cher pour les épargnants, pour leurs bénéfices. Et Gérard est le mieux placé pour parler des performances et du taux à faire qu'il commente tous les ans. Il y a une amélioration claire par le fait qu'on joue avec des moyens qui sont plus limités, plus adaptés. Il y a effectivement aussi un talent de gestion à être plus performant, mais l'aspect frais n'est pas à oublier dans cet aspect. Donc, performance de long terme, sur la durée, avec une attention particulière à la mise en œuvre et aux frais. Voilà, donc mes principales convictions. D'abord, c'est que l'économie crée de la valeur, ce n'est pas le gérant qui crée de la valeur. Il y a eu pendant une période, notamment où les hedge funds étaient particulièrement sur le devant de la scène, où on prétendait que c'est le gérant qui apporte de la valeur. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dis pas qu'il ne crée pas de la valeur additionnelle, mais la valeur essentielle est créée par l'économie. C'est l'entreprise qu'on finance, c'est le gouvernement qu'on finance, soit en titre obligataire, soit en action, qui crée cette valeur et qui apporte cette valeur sous forme de coupons, sous forme de dividendes, sous forme d'apport ou de remboursement en capital. Ceci a été oublié et obscurcit complètement le rôle des marchés financiers. Sur les rôles des marchés financiers est capital pour la bonne allocation de l'épargne, pour que les épargnants aient accès à de beaux projets à financer et donc des retours. Mais les marchés financiers ont aussi, comme toute activité humaine, leurs limites et selon moi, ils sont imparfaits et il faut accepter le fait qu'ils soient imparfaits. Il ne faut pas leur demander d'être parfaits. Je crois qu'il faut être plus réaliste que cela. Et qu'est-ce que je veux dire par imparfait? C'est que je ne crois pas que les prix reflètent constamment les fondamentaux des titres. Et on le voit aujourd'hui avec des obligations avec des taux négatifs. L'Allemagne a ses titres jusqu'à 2 ans, 3 ans avec des taux négatifs. Et comme vous savez, il y a un mois, c'était pratiquement à 8 ans que les taux étaient négatifs. Est-ce que ça reflète les fondamentaux de l'Allemagne? J'ai du mal à penser que vos professeurs de finance vous enseignent que ce soit le cas. Donc il y a... parce que momentanément, il peut y avoir des déséquilibres, parce que les marchés sont d'abord un lieu d'échange et pas un lieu de révélation des prix, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas ils n'aident pas à la révélation des prix, je ne prétends pas ça, mais ils ne le révèlent que de façon imparfaite. Il s'ajoute à cela un certain nombre de discussion sur ce que peuvent être les fondamentaux. Est-ce qu'il y a une valeur fondamentale de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une valeur fondamentale d'une obligation? Pas sûr, parce que régler l'ensemble des montres de l'ensemble de la planète sur la même heure est inefficace. Donc penser que chacun a la même utilité économique est, je crois, également une erreur de jugement. Donc il y a forcément quelque part l'expression d'un besoin plus fort de telle catégorie d'acteurs par rapport à telle autre catégorie d'acteurs qui crée des distorsions passagères et ces distorsions vont donc faire que les prix ne seront pas nécessairement de bons révélateurs des valeurs fondamentales. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour un acteur de long terme parce que si c'est le cas,
alors il peut être intéressant de vendre à des moments où le marché a besoin des titres et l'exprime par des prix plus élevés, et de la même façon est engorgé d'un certain nombre de titres et donne des opportunités d'achat à bon compte. Donc ça, c'est notre boulot de tous les jours. Donc tous les jours, en gardant un cap de long terme, nous serons davantage, nous qui sommes du côté long terme des marchés financiers, des fournisseurs de liquidités, soit en cash, soit en titres, en fonction de la situation telle qu'elle se présente. Ce qui ne veut pas dire que de temps à autre, nous ne soyons pas forcés de vendre. Et là, dans ce cas-là, on n'est pas fournisseur de liquidités, mais on va aller chercher de la liquidité dans le marché, et donc on va la payer. Et c'est clair que dans une perspective de long terme, on gagne cette prime de liquidité, parfois très élevée, parfois pas très élevée, qui nous permet de façon additionnelle d'apporter de la performance pour nos clients. Un dernier élément qu'il faut tout de même avoir très clairement en tête, c'est qu'il n'y a pas une unité de compte mondiale et que les variations sur le dollar telles qu'elles se sont exprimées récemment, mais c'est assez commun sur l'ensemble des devises, créent des distorsions qui sont considérables. Et on a oublié le facteur majeur de ma génération. Lorsque nous sommes arrivés comme professionnels, les journaux, tous les jours, ne parlaient que d'une seule chose. Et cette chose, c'était l'inflation. Nous avons été pendant 10 ans et 15 ans à ne parler que de l'inflation, de l'évolution. On parlait moins du chômage que de l'inflation. 14% 76. Voilà, donc c'est 14%. Combien d'années d'obligations allemandes à 0,5% avec un chiffre de cette nature. Donc il y a de ce point de vue-là un élément à bien garder en tête. Et malheureusement, les cycles d'inflation sont des cycles plutôt longs. Donc attention à ne pas oublier qu'elle peut revenir de façon tout à fait forte. Donc ces deux éléments-là sont à regarder de façon très sérieuse dans une perspective de gestion d'épargne à long terme. Voilà donc mes principales convictions. Alors, le réalisme, c'est de voir comment se comportent nos clients, mais aussi comment nous nous comportons et comment se comporte le gendarme qui surveille nos activités. Le réalisme, et beaucoup de papiers empiriques ont été faits dans ce domaine depuis une vingtaine d'années, c'est de s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de biais très nets de comportement. Le premier est peut-être l'excès de confiance. D'ailleurs, pas tout à fait le même entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est un aspect repéré. Et d'autres biais qu'il faut arriver à bien déceler pour essayer de les gérer. C'est difficile d'en gérer la cause, mais on peut essayer d'en limiter les dégâts. Deuxième élément, c'est que nous, professionnels, faisons profession de gérer l'épargne des autres. Mais nous avons nos intérêts propres lorsqu'on le fait. Et donc cette gestion des conflits d'intérêts est une gestion très importante et qui doit être regardée en grand détail quand on organise les équipes de gestion, quand on vend des produits financiers, parce que les individus qui sont en charge de ces éléments-là ont des intérêts spécifiques, économiques, voire réputationnels, donc qui vont au-delà d'éléments strictement économiques et qui doivent être tout à fait bien analysés. Et puis évidemment, leurs entreprises elles-mêmes ont pour métier de développer les investissements ou de vendre les investissements. Et donc, peuvent avoir un biais dans l'offre d'épargne, l'offre de produits. Et nous avons vu par le passé, et on en verra dans le futur, un certain nombre d'excès qu'il faut suffisamment contrôler. Ce qui amène les régulateurs. Les régulateurs sont clés non seulement dans la police des marchés financiers, mais aussi dans la régulation de l'épargne, dans la constitution des véhicules qui sont offerts aux épargnants, dans la transparence de l'information qui est donnée. Donc tout ça amène un climat de gestion qui est de plus en plus complexe parce que les régulateurs, malheureusement, sont un peu en retard sur le cycle. Ils ne devancent pas l'innovation.
la plupart du temps, ils sont derrière l'innovation. Et donc cette réaction crée là aussi un cycle, et nous sommes dans une période où c'est, j'allais dire, un surcroît de régulation à la fois pour les acteurs bancaires, pour les marchés financiers et pour nous-mêmes, gérants d'épargne, qui se manifeste. Et cet excès-là est parfois difficile à vivre parce qu'il il rend difficile l'exercice de notre métier et parfois vient contredire l'objet même du métier qui est d'apporter de la valeur aux épargnants. Donc où trouver la bonne limite, comment faire en sorte que le gendarme ou le régulateur soit suffisamment proche des métiers que nous exerçons pour qu'il y ait suffisamment de confiance et qu'il y ait une régulation qui soit avertie et qui soit appropriée. Alors c'est un équilibre, je crois, sur lequel il faudra se pencher, parce qu'on a encore un sujet de confiance, d'asymétrie d'information, qui n'est pas uniquement un sujet de police. Donc je crois que là, il y a un travail à faire, parce qu'on le sent, les régulateurs sont aujourd'hui dans une situation quasiment de revanche par rapport à ce qui a pu se passer dans certains cas, et donc ont une attitude qui peut être parfois excessive. Voilà, donc trois éléments de comportement qui me paraissent nécessaires d'évoquer. Mais je voudrais insister sur l'élément suivant. Il est clé, évidemment, à l'ESSEC, c'est difficile de prétendre le contraire, que les connaissances financières sont clés pour la santé économique de monsieur tout le monde, des entreprises évidemment. Et la question numéro 1 à se poser quand on a à investir, c'est est-ce qu'on comprend ce dans quoi on investit? Est-ce qu'on comprend le véhicule? Et c'est une règle de base avec les investisseurs professionnels. Quand on ne comprend pas, on ne fait pas. C'est la discipline de base. On peut ne pas comprendre quelque chose et apprendre. On peut parfois s'apercevoir que même en apprenant, on ne comprend pas. Et là, on est au début des difficultés. Et c'est une règle tout à fait impérative. Et on comprend aussi que ce soit une règle importante pour les épargnants eux-mêmes. Et là, il y a un problème. En tout cas, il y a un problème avec ma génération. Lorsque j'étais sur les bancs de l'école polytechnique, j'ai appris l'économie avec un mathématicien, Thierry de Montbrial, qui nous apprenait l'optimisation convexe. C'était superbe, c'était très intéressant, Kuhn et Tucker et toutes ces belles choses. Mais quand en petite classe, quelqu'un qui avait plus de connaissances que moi sur le sujet a posé la question: qu'est-ce que c'est qu'un taux actuariel brut? Et le professeur de petite classe n'était pas en mesure de répondre. Donc, il y a, je crois, un vide qui a perduré pendant plusieurs années, plusieurs décennies, sur les compétences et connaissances financières d'un certain nombre de générations. Ça va mieux. Quand je parle avec mon fils de ces sujets-là, d'abord, ils sont plus ouverts. C'était parfois un sujet un peu tabou. Et puis, ils savent s'informer, on a Internet, on a toute une série de choses fantastiques pour pouvoir avoir accès à cette connaissance. Donc c'est tant mieux pour la génération des plus jeunes, mais pour la génération des épargnants aujourd'hui, c'est tout de même un handicap sérieux. Alors ce n'est pas un handicap strictement français, c'est quelque chose de repéré dans plein de pays. Et on dit parfois que les pays anglo-saxons sont mieux logés que nous. Il faut voir. Il y a éventuellement un appétit plus grand pour les sujets financiers, mais dès qu'il s'agit de compétences aussi simples que les intérêts composés que j'évoquais tout à l'heure, les résultats sont parfois tout aussi désastreux. Enfin, de notre côté, on a tout de même du travail. Je crois qu'il y avait il y a 3 ans une enquête sur les compétences financières précisément,
qui avait posé un certain nombre de questions, dont une question est, vous avez un placement qui rapporte 2% par an, vous placez 100, combien vous avez à la fin de l'année? Et moins de la moitié des interrogés ont répondu la bonne réponse. Donc on voit qu'une nation qui a tout de même eu ce qu'il fallait en mathématiques, en tout cas notre génération, hein, qui est réputée pour ça de l'autre côté de la Manche, est tout de même capable de ne pas répondre à des questions aussi simples. Hein. Donc c'est bien les mathématiques, mais c'est mieux encore de les appliquer. Hein. Donc il y a tout ce travail réellement à faire. Et là, de ce point de vue-là, notre pays était un des leaders au début du XXe siècle. Et quand vous ouvrez des ouvrages d'arithmétique, vous en trouverez encore, je pense, dans quelques brocantes, il y a des chapitres d'arithmétique financière, extraordinaire, arithmétique financière. Et il y avait une épreuve au certificat d'études dans lequel on posait des questions aussi simples que vous placez dans une obligation avec un taux de 3%. Les frais sur l'obligation sont de 0,5 francs. Combien vous aurez au bout de... Des choses aussi simples que ça ont été perdues. Et je crois qu'il faut qu'on retrouve tout simplement le goût d'une bonne gestion personnelle de ses finances. Hein. Donc, c'est d'autant plus important que le régulateur sera encore plus tatillon s'il n'y a pas cette connaissance de base, parce que le meilleur gendarme, c'est le client qui dit à son conseiller « vous vous moquez de moi ». Les frais sont trop élevés, vous vous moquez de moi, c'est irréalisable, vous vous moquez de moi. Et tant qu'il n'y aura pas ce répondant du côté des épargnants, il y aura toujours des gens qui seront tentés d'essayer de tirer le meilleur profit de l'ignorance des autres. Hein. Donc c'est malheureusement un fait, et je crois que la meilleure médecine, c'est d'éduquer nos clients. C'est un chemin important. Sachez que j'ai évoqué souvent ce sujet-là auprès de mes pairs à l'Association française de gestion. Jusqu'à présent, c'était du prêchi-prêcha dans le désert. Et je sens de plus en plus que c'est en train de venir. Et ça vient d'autant plus que les petites entreprises, les entreprises qui ne dépendent que d'eux-mêmes, les indépendants, on les appelle parmi les AFG, savent que s'ils veulent vendre davantage leurs produits et la qualité de leurs produits, ils ont besoin d'oreilles attentives et qui comprennent, qui discernent la différence. Donc je pense que c'est vraiment un sujet clé, et c'est un sujet sur lequel malheureusement il n'y a pas eu suffisamment d'efforts, à la fois de notre part des pouvoirs publics sur un sujet qui, je pense, est un sujet d'intérêt national. Voilà. Bon, voilà. Donc ensuite, pour terminer, il faut arriver à faire comprendre que la décision d'allocation est une décision clé. Et ça, c'est quelque chose de plus compliqué que les intérêts composés. Le choix des produits, c'est aussi un peu compliqué, hein, parce que faire la différence entre un PERP et un PERCO, faire la différence entre un produit d'assurance vie et un fonds mutuel, tout ça est tout de même relativement obscur. Donc il y a abondance de produits. En France, nous ne manquons pas de produits. D'ailleurs, il y a un très beau produit qui vient d'être lancé, qui s'appelle les produits Eurocroissance. Je suis tout à fait satisfait que le rapport Berger-Lefebvre ait compris et incité le gouvernement à bouger sur cela. Je suis moins content qu'elle ait oublié l'éducation financière, mais ça viendra peut-être.
Et enfin, l'autre aspect, ce sont les frais. Je prêche un peu contre mes revenus, mais je pense qu'à long terme, on ne peut pas vivre sur une industrie qui est trop gourmande et qui n'est pas suffisamment attentive à son efficacité. Dans un monde concurrentiel, il y aura quelqu'un d'autre pour offrir le même service à de meilleures conditions. Donc je pense que c'est un pari de court terme et ce n'est pas un pari efficace. Voilà, donc les connaissances sont importantes. Ensuite, quelles sont les vertus? Je pense que c'est un élément sur lequel on n'a pas suffisamment... on a parlé des biais de comportement, on n'a pas positivé le comportement. Alors je l'ai dit sous forme vertu, peut-être que le mot est un peu dévoyé, vous ne m'en voudrez pas. Je crois que la première vertu importante pour l'épargnant investisseur, je n'ai pas parlé de ce qu'il devait faire pour être épargnant, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté. Je regarde ce qu'il doit faire ou ce qu'un investisseur professionnel doit faire pour bien investir. Donc dans la phase de je place l'argent. La première chose, c'est être curieux, parce que le monde change. Et si donc on n'a pas la curiosité pour aller au-devant de ces changements-là, on rate des opportunités et surtout, on s'endort. Et on s'endort sur des choses qui vont peut-être être un peu moins solides au fur et à mesure de l'évolution de la compétition. Donc la curiosité est très importante. Le bon sens est aussi important. Savoir relativement vite challenger des offres de produits miraculeux et qui n'iront pas très loin, sauf en termes de défauts. Donc je pense que ça est quelque chose qui constamment est quelque chose que nous devons faire. Et c'est aussi vrai pour l'épargnant que pour l'investisseur institutionnel, l'investisseur professionnel. Par exemple, aujourd'hui, on est dans une situation où, comme les taux sont pratiquement zéro et que tout le monde veut du rendement, tout le monde va trouver du rendement partout. Tout le monde va créer du rendement partout. Donc, attention, faisons en sorte qu'on comprenne, c'était mon sujet précédent, et qu'on juge également avec bon sens. Le deuxième vertu, c'est la prudence. Bon, c'est assez classique en termes d'investissement, mais voilà, parfois on pense qu'on peut exposer son épargne plus qu'en fait on ne le peut. Donc savoir bien doser. De la même façon, quand on gère l'argent des autres, c'est être bien sûr qu'on a compris ce que le client voulait. Donc souvent, ça va nous amener à avoir un comportement qui est un peu plus prudent que lorsqu'on connaît bien le client. Et donc la relation de long terme qu'on a avec le client est aussi bénéfique parce que le connaissant mieux, on pourra avoir une attitude qui est plus ajustée, sinon davantage de prudence. Le troisième élément, c'est la tempérance. Ce que j'appelle la tempérance, c'est ne pas faire d'excès. Ne pas faire d'excès en ne mettant pas ses œufs dans le même panier, mais aussi ne pas faire d'excès en ayant une surdiversification, parce que si on ne maîtrise pas bien son épargne, encore une fois, c'est vrai autant pour le professionnel que pour l'épargnant, on a le risque de ne pas voir quelque chose qui se passe parce qu'on n'a tout simplement pas physiquement la capacité de voir ce qui se passe. Donc faire en sorte d'être mesuré dans ses décisions d'investissement, être mesuré également dans son amour ou sa passion pour certaines choses est tout à fait important. Et puis finalement, comme je le disais tout à l'heure, la patience est clé parce qu'il faut du temps pour laisser pousser les plantes. C'est ce que nous apprenons tous comme enfants en mettant des graines dans le sol. C'est évidemment la même chose dans l'économie. Patience ne veut pas dire obstination. Il y a un moment où, lorsqu'on s'est trompé, il faut reconnaître son erreur et il ne faut pas avoir ce biais d'excès de confiance que j'évoquais tout à l'heure. Donc il faut savoir prendre ses pertes, comme on dit dans le jargon de l'investissement. Il faut réellement être en mesure de rechallenger son pari. Si les hypothèses pour lesquelles on avait décidé d'être investi sur tel ou tel type ou tel marché sont contredites par les faits,
il est peut-être temps de reconsidérer ce placement-là. Si elles ne le sont pas, alors il faut revenir à la patience et attendre que cela se réalise. Mais le monde bougeant, comme nous le savons tous, il est dangereux de s'installer trop sur ces convictions. Voilà. Juste une illustration des performances de long terme. Donc, c'est issu d'un papier de d'Ibbotson et Sinquefield sur les données américaines. Placement, donc c'est uniquement l'appréciation en capital sur un indice boursier. Leur papier explique comment ils ont fait pour démarrer en 1815 et se terminer en 99. $1 de cette époque-là, placé sur cet indice, finit par faire pratiquement $5000. $5000, un siècle, un peu plus d'un siècle et demi, pratiquement 2 siècles plus tard. Donc c'est phénoménal. Et là-dessus, c'est juste la partie appréciation. Donc il n'y a pas la partie dividende. Donc on a un élément complémentaire, et même quand on regarde à très long terme, corrigé de l'inflation, parce que là, vous n'avez pas l'inflation, donc notamment dans les années 70, comme je l'évoquais, aussi pendant les années entre les deux guerres, il y a eu des périodes d'inflation tout à fait importantes. Mais les dividendes comptent énormément dans le placement. Les études montrent de l'ordre de 80% sont liés aux dividendes et à la croissance, dividendes et croissance des dividendes. Donc c'est phénoménal. De très bons papiers là-dessus. Elroy Dimson, notamment, pour ceux qui veulent aller les regarder. Elroy a fait le boulot sur l'ensemble de la planète, alors que les Américains ont regardé ça plutôt sur les données américaines. Et puis Georges Galeano sur les données françaises, et qui montre que les primes de risque, donc l'écart de performance entre les actions et les obligations, se situe entre 4 et 5%. Donc c'est tout de même un écart tout à fait substantiel. Bon, le sujet sur la prime obligataire par rapport au monétaire est un sujet très vaste, lié au monétaire, aux devises, et un sujet probablement plus complexe. Donc il y a moins de certitude sur les pentes des courbes de taux, il y a moins de certitude sur les primes de crédit que sur cette prime de risque. Encore, peut-on vraiment parler de certitude quand on voit la volatilité des actions? En tout cas, c'est, selon moi, un des invariants les plus forts dans l'économie. Il y a d'ailleurs un petit peu de recherche là-dessus. J'entendais Mera s'exprimer sur le sujet et essayer de théoriser la prime de risque. Donc je trouvais assez intéressant. Il parlait des entreprises, du partage de la richesse entre les salariés et les actionnaires. Il parlait de l'équilibre macroéconomique entre les entreprises du secteur privé et du secteur public. Enfin, je pense que ce serait intéressant d'essayer d'aller voir s'il y a un vrai fondement à cette prime de risque. Voilà. Bon. Donc des performances de long terme sont assises sur des primes de risque tout à fait importantes. Mais je ne voudrais pas terminer sans parler de quelques sujets d'actualité. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, l'inflation n'est plus un sujet d'actualité, ça le reviendra à un moment ou un autre. Et les banques centrales ont retrouvé une puissance incroyable par rapport à ce qui se passait dans les années 90, où j'ai donc commencé ma carrière. Probablement un peu de trop. Parce qu'être un acteur aussi important sur le marché obligataire n'est pas sans conséquence sur l'équilibre de marché obligataire. Je l'évoquais tout à l'heure avec des taux négatifs. Mais il y a un moment, le bilan va être tout plein de dettes d'État, ce qui est tout à fait inorthodoxe comme situation. Donc le plan, c'est de détruire quand les obligations arriveront à maturité. Mais peut-être que le plan ne sera pas exercé. Donc, comment tout ça va se passer?
c'est tout de même de l'expérimentation in vivo. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire, mais je suis en train de dire qu'on ne sait pas comment ça va se dénouer. Donc le pouvoir des banques centrales est réellement très important pour l'économie. Est-il approprié? Comment retirer ce pouvoir-là progressivement? C'est une vraie question. Question immédiatement suivante, c'est que je crois que la guerre des devises ne fait que commencer. On la connaît classiquement entre le dollar et les autres pays développés, mais ce qu'on n'a pas vu arriver, c'est le yuan. Et je pense que les Chinois feront en sorte qu'il y ait la possibilité d'avoir des contrats en yuan, feront en sorte qu'ils puissent payer toute une série de choses, dont notamment le pétrole en yuan. On va voir se passer quelque chose sur ce sujet-là. Bon, conjoncturellement, on a la fluctuation des devises et bon, comme il y a un décalage conjoncturel entre les États-Unis et l'Europe actuellement, je crois qu'on va voir plus de volatilité. Donc la période de calme relatif sur l'échange que nous avons eue au moment de la crise est, je pense, vraiment derrière nous. Bon, ce que nous a appris la crise, c'est la bonne gestion de l'innovation financière, ou plutôt du quantum d'innovation financière. Et donc, pour microéconomiquement, pour nos entreprises, c'est devenu un sujet de risque. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas aller trop vite en matière d'innovation. Donc, c'est un sujet que nous devons traiter et qui est complètement bien compris par l'industrie. Mais la quantité d'innovation que les marchés financiers peuvent absorber est aussi un point de question. Et on sait qu'au moment du chemin de fer, on sait qu'au moment de besoins de financement importants dans l'économie, il y a eu des excès. Donc ce n'est pas la première fois que l'excès d'innovation financière crée des problèmes. Donc quel est le bon dosage? Je crois que c'est un sujet à trouver. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'innovation, mais qu'il faut faire en sorte qu'elle ne dégénère pas en plus de problèmes que d'apports de valeur. Voilà. Il y a évidemment aujourd'hui un énorme paradoxe entre l'excès de dette et puis les taux zéro. Donc c'est difficile de réconcilier ça avec l'offre et la demande. Donc, ce qui veut dire que la distorsion qui est apportée sur les marchés a un impact sur l'ensemble du financement des économies pour une bonne raison, c'est que les banques centrales ont jugé que les banques commerciales ou le canal par les banques commerciales était insuffisamment efficace, avec une vélocité insuffisante, et donc il fallait pallier ça par un autre canal. Non, néanmoins, c'est une situation paradoxale pour les dettes. Le dernier point, c'est que je pense que tout le monde a compris le danger du court-termisme, ce qui ne veut pas dire que les tentations de court-termisme sont éliminées, mais le discours sur l'économie durable, sur le financement durable, sur le long terme, est un discours beaucoup plus audible aujourd'hui. Il faut se rappeler que dans la période pré-crise, où on parlait des hedge funds et de la valeur ajoutée du gérant, c'était un discours totalement inaudible. Totalement inaudible. Donc il y a une amélioration. Où est-ce qu'on va trouver le bon équilibre? Voilà, c'est une des questions d'actualité. Alors, ne pas croire que le futur ressemblera forcément à ce que nous avons vu par le passé. Donc la démographie est un sujet tout à fait clé pour un assureur comme nous, mais pour nous tous. Ça va modifier considérablement le paysage économique financier. Donc savoir bien prendre en compte ces éléments-là dans la gestion de l'épargne est évidemment clé. Un accroissement des connaissances scientifiques sans précédent, j'y ai contribué
un certain nombre d'entre vous y contribuez. C'est une mécanique qui ne va pas s'arrêter et donc elle va générer un potentiel d'amélioration des services offerts, des produits, de l'innovation, comme je le disais, qui va créer des ruptures. Et donc il faut se préparer comme investisseur à regarder ces différentes ruptures, soit comme des opportunités, soit comme des risques, mais les regarder de façon réaliste. Voilà. Je trouve que le débat politique est insuffisamment nourri de questions économiques et financières. Je pense que l'élément que j'évoquais sur l'absence de connaissances financières s'applique aussi à une partie du personnel politique. Tout le monde peut faire des progrès. Et je pense que les politiques feront d'autant plus de progrès que leurs électeurs auront fait les progrès. C'est-à-dire que, aidons-nous nous-mêmes. Je pense qu'on aidera davantage les politiques à dire des choses qui ont sens, bon sens, puisque les électeurs auront cette clé de bon sens. Donc je crois malgré tout que les questions économiques, plus que les questions idéologiques, doivent revenir au centre de toute une série de décisions, notamment sur la chose publique, les investissements en infrastructures, la régulation, et que c'est bien d'avoir un prix Nobel qui s'est occupé de ces sujets-là. C'est encore mieux quand les politiques l'écoutent et mettent en œuvre. Hein, voilà. Mais encore une fois, ce n'est pas que du boulot pour les politiques, c'est aussi du boulot pour les électeurs à faire en sorte que nous soyons tous bien entendus. Hein. Voilà, je vais terminer par Galbraith qui parlait de ces deux types d'économistes, ces économistes qui ne savent pas prédire le futur et qui ne le savent pas, et il y a ceux qui ne savent pas prédire le futur et qui le savent. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mettez-moi dans la deuxième catégorie. Je ne prétends pas vous décrire le futur. C'est passionnant et être dans un métier d'investissement, c'est une superbe plateforme pour regarder comment l'économie évolue, pour être un vrai acteur dans l'économie. Et c'est donc un très beau métier. Et c'est par ça que je voudrais terminer. Gérer l'épargne des autres, c'est un métier fantastique. C'est un métier fantastique. Et dans tous les domaines, il y a des brebis galeuses. Hein. Alors, je ne l'ai pas écrit comme ça parce que voilà, mais c'est un métier tout à fait passionnant. Voilà. Donc, je suis ravi de l'avoir exercé pendant de nombreuses années. Je suis ravi aussi d'avoir appris. Et on apprend positivement au travers notamment de bonnes lectures. On apprend positivement dans l'échange avec l'industrie. On apprend aussi de ses erreurs. Et il faut bien reconnaître que l'art de faire ne peut s'enrichir qu'en faisant. Et parfois, on fait de travers. Et il faut le reconnaître, il faut l'accepter et progresser. Voilà. Bon, il n'empêche que votre épargne est votre affaire. Si vous choisissez un mauvais conseiller, c'est à vous qu'il faut vous en prendre. Hein. Voilà. C'est votre affaire. Hein. C'est comme votre santé. C'est aussi important, donc ne le négligez pas. Faites-en à la dose qui vous va, et chacun peut trouver ses passions. Moi, c'est plutôt le vin que d'autres choses. Mais bon, voilà, chacun sa passion. Mais par contre, je pense qu'il y a un minimum clé d'implication. Et cette implication sera d'autant plus efficace qu'elle est régulière. Hein. C'est comme la pratique d'un sport, c'est comme les visites médicales. C'est d'autant plus efficace que c'est fait avec une discipline légère, adaptée, mais une bonne discipline. Voilà. Et puis pour terminer, ne pas oublier ce par quoi j'ai commencé, l'épargne et l'argent, ce n'est qu'un moyen. L'important, c'est la vie que l'on mène. Merci de votre attention. J'aimerais que vous reveniez peut-être sur ce que vous avez dit sur la valeur fondamentale Ouais. et l'imperfection des marchés. Parce que tout à l'heure, vous avez dit que les marchés étaient imparfaits. Ouais.
Vous avez naturellement beaucoup parlé de la finance comportementale, Ouais. mais par ailleurs, vous avez dit, d'ailleurs, vous avez écrit sur une de vos slides, même si vous avez Ouais. dit le contraire, excusez-moi, Ouais. vous avez dit finalement la valeur, le prix Ouais. finit toujours par rejoindre la valeur fondamentale. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous dire par quel mécanisme finalement on finit par retrouver cette valeur fondamentale? Voilà, je ne suis pas sûr de savoir, à vrai dire, mais je constate. Et plus on est, voilà, plus on voit de cycles, et plus on voit le même mécanisme se produire. Beaucoup de gens disent qu'il y a un retour vers la valeur fondamentale, mais on ne s'arrête pas à la valeur fondamentale. Et c'est ce qui est assez vrai. Hein, c'est-à-dire que les phénomènes de court terme sont des phénomènes difficiles à discerner en amplitude et en taille, ce qui fait qu'il y a un excès qui amène rarement à stabiliser le prix sur sa valeur fondamentale. En revanche, il y a un intérêt pour des investisseurs de long terme comme nous, et il y a un intérêt de l'autre côté pour les émetteurs à regarder où sont les prix, où est la demande, et à en bénéficier. C'est de bonne guerre. Et donc je ne crois pas qu'il y ait un être de marché, je ne crois pas à une main invisible qui règle, il n'y a pas un dieu des marchés. Mais il y a un certain nombre d'intérêts pour aller chercher les prix à des niveaux qui sont intéressants. Voilà. C'est plus ça que je dirais. Alors maintenant, sur le sujet, quelle valeur fondamentale, j'ai mis ça au pluriel, parce qu'en fait, ça reste tout de même un grand débat. C'est difficile de dire quelle est la entre guillemets, vraie valeur. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'est tout à fait un sens. Je pense que ça a un sens relatif à un certain nombre d'acteurs et ensuite un sens relatif à la mesure que l'on prend. Donc je serais plus circonspect que d'autres pour dire je choisis cette valeur-là. Bon, par contre, quand un certain nombre de valeurs disent à peu près la même chose vis-à-vis du prix, je pense qu'on a une concordance assez forte pour dire, bon voilà, c'est intéressant. Par exemple, nous pensons que les valeurs européennes, en particulier les valeurs de la zone euro, dans leur ensemble, ce qui ne veut pas dire la totalité, sont à des prix attractifs. Et notamment, les valeurs cycliques, aujourd'hui, sont à des prix tout à fait attractifs. Ce qui ne veut pas dire qu'Essilor ou un certain nombre de valeurs du luxe soient à des prix attractifs, mais il y a un faisceau convergent d'éléments pour dire que les prix aujourd'hui, pour des raisons liées au cycle, rendent les prix d'un certain nombre d'actions relativement attractifs. Par contre, les prix des obligations aujourd'hui sont extrêmement chers et donc c'est un vrai sujet quand on est gérant obligataire pour aller trouver des actifs obligataires moins chers. Ils le sont tous. Donc il y a une vraie difficulté de gestion ici. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Un peu. Bon, voilà. Bon. Non, c'est un vrai. Enfin, en plus, je pense que la microstructure des marchés est un sujet qui est encore un sujet complètement ouvert. Enfin, il y a des choses qu'on n'a pas bien compris. Ensuite, faut-il laisser des algorithmes intervenir sur la liquidité dans les marchés? Bon, je pense que ça devient un sujet de politique économique. Hein. Est-ce qu'ils ont vraiment droit de citer? Quel est leur rapport? Est-ce qu'ils apportent vraiment de la liquidité quand j'en ai besoin? Donc, pour être en face régulièrement des épargnants, je pense que des épargnants ont compris ça et ont compris le danger d'une trop grande focalisation sur la partie marché, quoi. Voilà. Est-ce qui pèse véritablement sur le long terme, sur la valeur à long terme? Et c'est pas plutôt du court terme, ça, voilà, exactement. Malheureusement, c'est de la liquidité uniquement sur le cas. Finalement, ce qui est important, c'est le long terme. Donc on peut
pas accepter finalement une volatilité à court terme, sous réserve que les acteurs suffisamment puissants interviennent pour rétablir justement ce que vous disiez. Mon point de vue, c'est que si c'est nuisible à l'équilibre, si ça nous empêche de continuer à avoir notre activité de long terme, oui, c'est dangereux. Par exemple, cette volatilité intraday que nous avions avant la crise était absolument... c'était impossible à gérer, quoi. Enfin, on avait des portefeuilles qui bougeaient dans la journée de quantités qui n'avaient rien à voir avec l'évolution des fondamentaux. Alors, je n'ai pas encore entendu quelqu'un me dire « mais si, c'était le prémisse de la crise », l'indicateur de la crise, mais bon, là, on est allé trop loin. Je vous en prie. Parce que ce que vous dites, c'est intéressant parce que vous êtes un investisseur de long terme. Oui, mes équipes et moi-même, oui. Voilà. Mais ce que vous dites par ailleurs, c'est que vous pouvez être conduit à des décisions finalement de court terme, déstabilisatrices des marchés. Finalement, vous laissez vous-même intoxiqué par le court terme. Alors, je vais revenir là-dessus. Notre position plus stable, plus régulière, c'est plutôt d'aller, comme je le disais, c'est de bénéficier de la liquidité, c'est-à-dire de fournir la liquidité en cash quand on est à l'achat ou en titres quand les marchés sont trop chers. Donc on vend les titres pour en acheter d'autres. Donc c'est plutôt ça notre position. Elle est plutôt stabilisatrice. En revanche, si nos clients, par exemple les épargnants, sortent de leur contrat d'assurance vie, si vous voulez, on est obligé de vendre. Et il se trouve que si nos clients n'ont pas suffisamment confiance, soit en nous, soit dans le contexte économique, soit dans les marchés financiers, ils peuvent être amenés à vendre beaucoup. Ayant rejoint Aviva en 2008, j'ai vu ceci s'opérer. Donc là, on parle de vente forcée. J'ai des véhicules, mes clients veulent la liquidité, donc je suis obligé de vendre. Et donc, je nourris malheureusement le mécanisme. Donc, il y a un auto-entretien qui est là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'avoir une bonne éducation financière des porteurs leur permet d'entendre le discours que nous tenons, qui est de dire suffisamment avant, nous on trouve que c'est trop cher, ou nous on trouve que c'est attractif, et donc lisser davantage les entrées. Une autre des choses dont nous faisons la promotion, notamment pour les porteurs du contrat à faire, c'est toute opération de lissage. C'est-à-dire que nous disons, on ne sait pas quand c'est le meilleur moment de rentrer dans le marché, donc lissez votre point d'entrée dans le marché. Et c'est un élément stabilisateur important du point d'entrée dans le marché. Et si vous y êtes pour longtemps, ce n'est pas si important. Et au moins, vous ne perdrez pas. Voilà. Vous ne gagnerez pas, mais vous ne perdrez pas. Alors bon, quand on regarde très précisément ces stratégies, il peut y avoir des éléments convexes qui vont coûter. Certaines, si elles sont bien faites, des aspects concaves qui peuvent être attractifs. Donc bon, voilà, on peut être un peu plus subtil, mais sur le mécanisme de lissage, pour éviter la volatilité de court terme, ça me paraît être important. C'est comme vous rentrez dans un bateau, il y a la mer, il y a le clapotis. Si vous montez au moment où le bateau est là, vous pouvez vous casser la figure. C'est un peu la même notion. Ils s'embarquent avec nous pour longtemps, donc essayons de faire en sorte que la transition soit la moins douloureuse. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour votre présentation. Et j'aimerais juste rebondir sur un point qui m'a intrigué. Vous avez démarré la présentation avec l'aspect artistique de l'investisseur. Oui. Versus l'aspect scientifique. Ouais. Et vous avez appuyé sur aussi le fait que l'économiste ne prédit pas. Ouais. Donc ça rejoint un peu cette idée. Et d'autre part, il y a l'aspect réussite / erreur qui est finalement ce qui fait grandir un investisseur. Absolument. Et j'aimerais avoir un exemple d'erreur, de grosse erreur ou de gros succès, de grosse réussite d'un investisseur long terme. Ouais, les erreurs, on en fait tellement qu'on a envie de les oublier très vite. Voilà, une des choses classiques
qu'on apprend très vite, c'est que c'est difficile de prévoir le marché, quoi. Hein, donc, quand on est amateur d'obligations, ce qui a été mon cas, Patrice l'a rappelé, je me suis occupé de très gros portefeuilles obligataires lorsque j'étais au Crédit Agricole. C'était en gros le PNB d'un grand pays développé. Hein. Donc c'est tout de même des gros portefeuilles. Si vous essayez de prévoir le marché, vous allez vous tromper. Donc il faut pas trop jouer avec ça. Donc on l'apprend très vite comme gérant. Les gérants actions aussi savent ça. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de politique active. Mais il faut choisir les risques qu'on décide de prendre. Voilà. Quel autre type d'erreur ? On se trompe assez vite sur l'échange également. On a l'impression que c'est facile l'échange. Or, il n'y a rien de plus pernicieux que l'échange. Et il y a des acteurs très puissants dans les marchés d'échange que sont les banques centrales. Vous ne saurez jamais quand elles interviennent. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles interviennent toujours. Donc, elles sont toujours là. Vous lisez n'importe quelle mémoire de banque centrale, de banquier central. J'avais lu les mémoires de celui qui était, après la Première Guerre mondiale, en charge du franc au moment de la domination du sterling. Donc il parlait de... voilà, Émile Moreau, c'est remarquable. Enfin, l'histoire est intéressante quand elle est racontée par les acteurs parce que ils vous cachent pas stabilisation. J'avais l'idée du point carré, mais je me souvenais plus du nom. Et il parle de quelque chose où on sent que ça a été sa préoccupation pendant très longtemps. Et je pense que ça reste la préoccupation de beaucoup de banquiers centraux. Donc l'échange, c'est quelque chose de tout à fait pernicieux. Et on ne voit pas le risque de change. C'est ça qui est embêtant. On ne le voit pas. Or, il est très très puissant, surtout pour des entreprises mondialisées comme Aviva. Nous opérons dans plusieurs pays. Voilà, si on ne fait pas suffisamment attention à des choses concrètes sur l'échange, on peut très vite soit endommager la performance des clients, soit perdre notre culotte. Hein. Vous ne faites jamais du carry trade? C'est pas dans notre... non, c'est pas dans notre... En revanche, il y a un écart à jouer actuellement. Hein. C'est-à-dire que les taux US versus les taux euros sont à un écart de rendement qui ne va pas durer éternellement, quoi. Donc, jouer cet écart de rendement, est-ce qu'on peut appeler ça du carry trade? Voilà, c'est la même idée, si tu veux. Mais on ne va pas le jouer dans l'idée que... on va gagner dans les 3 mois qui viennent. On sait qu'au moment où le cycle en Europe va se retourner suffisamment, voilà, on aura de nouveau une convergence relative de ces deux fondamentaux. Voilà. Bonsoir. Voilà. Mais apprendre de ces erreurs et pas appliquer qu'aux financiers. Hein. Tu as d'autres gens qui peuvent apprendre leurs erreurs. Mais l'arrogance a été tout de même très forte pendant quelques années, si vous voulez. Donc, voilà. Et la démarche scientifique, c'est d'abord apprendre, c'est faire un modèle, aller vérifier, vous voyez. Et de la même façon, même si on n'est pas, même si c'est un art, faire et apprendre de ses erreurs est un peu la même discipline, un peu stoïque. Hein. Ça fait mal, mais il vaut mieux apprendre que de ne pas apprendre. Voilà. En fait, ma question concerne les taux et leur effet, pas sur les devises, mais sur la valorisation des assets. Oui, bien sûr. En fait, on remarque que les taux longs et short, donc sur toute la courbe, si on regarde des cycles de long terme, donc de 30 ans, 40 ans, 50 ans, les taux, en gros, ils n'ont fait que baisser. En gros. Et là, actuellement, on est à des niveaux qui sont... oui. Les taux nominaux. Oui. Effectivement. Les taux actuels sont très bas, que ce soit aux US, en Europe ou ailleurs. Et en fait, ma question, elle est double.
est-ce que vous voyez que les taux ils vont remonter? Et 2, est-ce que l'effet de ce mouvement, donc en fait, au début, on était en baisse, et là, si ça va remonter, en quoi ça va impacter la gestion des actifs? Parce que est-ce que la gestion des actifs, elle a été impactée indirectement par cette baisse continue des taux nominaux ou pas? Donc, il y a plusieurs aspects. Et j'étais en train de réfléchir, donc j'ai peut-être perdu certains éléments de subtilité de la fin de ce que vous dites. Moi, les taux sont très bas parce que les banques centrales agissent. Donc, c'est du post-crise et de la gestion en relais des États qui ne peuvent plus jouer leur rôle de stabilisateur, hein, puisqu'ils sont trop endettés. Donc il y avait besoin d'un relais. Donc c'est ce que font. Et les banques centrales arrivent à un moment où il y a en plus trop d'épargne dans le monde. Alors elle est mal répartie, mais il y a trop d'épargne. C'est-à-dire que le baby-boom crée une situation dans les pays développés où il y a eu un besoin d'actifs financiers trop fort. Quand cette épargne va se consommer, parce qu'elle va se consommer, eh bien, il y aura moins d'épargne. Et donc, quand il y aura moins d'épargne, les taux vont reprendre le cycle. Donc, il y a deux éléments à ça. Il y a un élément monétaire, mais il y a un élément de déséquilibre, je pense, épargne-investissement dans l'économie. Alors, il pourrait y avoir une situation dans laquelle il y a moins d'épargne et il y a moins d'investissement, mais ça j'y crois pas. Je ne crois pas que ça se produira. Je pense que ce qui va se passer, c'est que le mécanisme qui va se produire, c'est davantage de taux. Alors, il pourrait se produire un deuxième mécanisme désagréable, c'est la résurgence de l'inflation. Parce que là, il faudra recompenser sur l'inflation. Donc les prêteurs diront « d'accord, je veux bien prêter », ils seront moins nombreux, donc ils auront un peu plus de pouvoir. Et d'autre part, ils diront « oui, mais je ne veux pas de la monnaie de singe, je veux du réel monnaie, donc je veux que vous me compensiez pour la menace d'inflation qui se produit ». Donc là, on pourrait revoir un cycle de remontée des taux relativement élevés. Ce n'est pas le scénario que nous privilégions, mais à moyen terme, retrouver des taux autour de 3 à 5% et absolument pas impossible. Moyen terme, c'est 3-4 ans. Hein, donc on est en plus aux États-Unis en milieu de cycle. C'est le marché financier majeur, c'est l'économie leader du monde développé. Donc le milieu de cycle, ça veut dire que la fin de cycle n'est pas si éloignée que ça. Hein. Donc la fin de cycle, c'est quoi? C'est une série d'excès pas bien gérés, donc des tensions sur les prix, donc une politique monétaire plus forte, plus agressive, et donc ceci pourrait se produire. Donc c'est une situation temporaire, hein, à mes yeux. Malheureusement en Europe, ça va durer un peu plus longtemps parce qu'on est en décalage de cycle, on est en démarrage, à l'exception peut-être de pays nordiques et puis du UK qui sont un peu plus en avance que le reste de la zone, notamment de la zone euro. Mais ma conviction est qu'il y aura un resserrement de l'écart des taux entre les taux US et les taux de la zone euro à horizon de 3-4 ans. Ouais. Voilà. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit, parce que si j'avais bien compris, l'inflation peut booster justement la dévalorisation de l'euro. C'est pas ça? Ou c'est le... Alors, sur l'euro actuellement, ce qui le dévalorise, c'est la création monétaire. C'est-à-dire qu'il y a trop d'euros et ils sont créés par la Banque centrale. Comment elle les crée? Habituellement, les euros qui étaient en circulation étaient créés par les banques. C'est-à-dire que la Banque centrale donne aux banques avec des conditions et mécanismes que vous connaissez. Mais là, les banques, elles ne prêtent plus à l'économie, ou elles prétendent le faire, mais elles ne le font pas. Bon. Et donc, la Banque centrale apporte directement au marché
en disant « Oh, vous, Boulier, vous avez des tas d'obligations, est-ce que vous voulez me les vendre ?» Et elle m'offre des prix tellement attractifs pour mes obligations que c'est un peu difficile de refuser. Voyez. Alors donc, je dis je vous apporte les obligations. Ah, très bien, je crée des euros. Et en créant des euros, il y a plus d'euros en circulation qu'il en faudrait. Et donc ça fait baisser l'euro. Et ça a fait baisser le dollar au bon moment. Enfin, l'économie américaine a bénéficié d'un dollar bas parce que la politique a été très, très active sur ce sujet-là. Il faut tout de même saluer l'esprit d'innovation des Américains sur le sujet et leur pragmatisme, parce qu'ils ont fait tout de même quelque chose qui n'est pas dans les livres si vous voulez, de banque centrale. C'est plutôt le contraire de ce qu'il faut faire. Mais ils l'ont bien expliqué, ils ont expliqué ce mécanisme de détention, de destruction à terme. Enfin, le papier qui a été écrit par Bernanke, c'était à l'été 2008, c'était un placard comme ça faisait presque une demi-page dans le Wall Street. C'est remarquable, c'était remarquable. Et je pense que ça vaudrait le coup de le relire dans 10 ans et de voir là où il a eu juste, là où il s'est trompé, parce que là on est au milieu du gué, c'est-à-dire qu'on a vu la première partie, on n'a pas vu la totalité. Donc ce n'est pas de l'inflation qui crée là, c'est un excès de monnaie. Et l'excès de monnaie crée de l'inflation sur le prix des actifs, et je n'ai peut-être pas répondu suffisamment, malheureusement, comme les obligations donnent le là sur la valorisation des actifs financiers en généraux, ça inflate les prix des actifs. C'est pour ça qu'il faut regarder attentivement quand on achète des actifs financiers, leur prime de risque relativement aux obligations. Parce que les obligations sont chères, donc ce qu'il faut regarder, c'est bien l'écart relativement aux obligations. Parce que sinon, les signaux sont biaisés. Tout est emporté par cet excès de liquidité dans les marchés financiers. Est-ce que c'est pour cette raison-là que vous dites que l'inflation n'est plus leur problème? Voilà, actuellement, ce n'est plus leur problème. Voilà, ce n'est plus leur problème. Voilà. Il y a un excès d'euros qui circule. Parce que je pensais que l'inflation a joué quand même un grand rôle pour, peut-être pendant un moment, Ouais. pour justement que la valeur de l'euro change. Parce que le souci en ce moment, c'est que moi je vois très bien que depuis un an, il y a la valeur de l'euro qui a vachement baissé par rapport aux devises étrangères. Et que ça n'a pas vraiment amélioré depuis un bon moment. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment, il n'y avait qu'une seule cause ou ça peut être très varié la cause? Voilà, enfin, c'est des mécanismes très complexes, je le disais tout à l'heure. Il faut être relativement humble vis-à-vis des marchés de change. Et donc, je ne vais pas aller me contredire en vous expliquant comment et pourquoi l'euro est resté élevé. Je pense qu'il y a eu tout de même une politique beaucoup plus active de la part et des gouvernements et des banques centrales des autres. Donc les Américains pour commencer, les Japonais et les Anglais en suivant. Mais il y en a eu plein d'autres. Il y a eu les Brésiliens. Enfin, il y a eu beaucoup de banques centrales qui ont été très actives dans les opérations d'achat de titres pour créer plus de monnaie et ne pas souffrir trop d'un dollar trop bas qui les impacte. Les seuls à ne pas avoir fait ça, c'est la zone euro. Donc, on l'a fait tard. À la limite, il valait mieux le faire tard que de ne pas le faire. Et le fait de l'avoir fait a eu des conséquences quasi immédiates. Le moral des industries italiennes, par exemple, des entrepreneurs italiens, est monté en flèche 10 points en l'espace d'un trimestre. Tout simplement parce que l'euro est à un prix bien plus compétitif pour leur marché. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts de compétition sur les prix et sur les prix de production, mais enfin, il est de fait que dans une économie mondialisée, avoir une monnaie trop élevée est bien pour les consommateurs, donc pour nous quand on va à l'étranger, mais ce n'est pas bien pour l'économie qui a à vendre du pays. Pareil, c'est absolument, c'est le bon sens. Il ne faut pas non plus ne pas oublier qu'il y a 70 000
Nord-américains, oui. Ouais. Donc ils ont vraiment... Donc l'excès de dette est quelque chose qui va devoir se régler d'une façon ou d'une autre. Donc je pense que là, il y a un débat sur comment ça va se terminer. Donc il y a la possibilité de l'inflation, mais il y a une autre possibilité, c'est qu'on dise, finalement, on les annule. Hein. Alors, il peut y avoir, enfin, oui, il y a de l'imagination dans tous les sujets. Voilà, ne jamais rendre. Donc, par exemple, ça pourrait être pour les banques centrales de ne jamais faire ce qu'elles ont dit qu'elles feraient. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont créé de la monnaie, mais elles ne la détruiront jamais. Et en fait, on va se dire, la Banque centrale possède des obligations, elle a créé de la monnaie pour ça. Ah oui, mais les obligations, c'est en fait la même chose au bilan de l'État, parce que la Banque centrale appartient à l'État. Et donc, on va dire qu'on va tout simplement annuler les deux. Ça a été un débat sur le marché anglais il y a 4 ans, et je pense que ce débat-là va revenir. Le sujet sera de faire en sorte que, c'est pour ça que je parlais de guerre des devises, c'est qu'il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre entre chacune des devises. Donc si tout le monde ne le fait pas, il y a une forme d'injustice pour la devise qui ne l'a pas fait. Et donc je pense qu'il sera plus facile d'équilibrer les créations monétaires qui ont été faites partout et de les détruire simultanément en disant nouveau Bretton Woods, c'était de la monnaie créée à cause de la crise est derrière nous, on détruit la monnaie, paf, et on supprimera une partie de la dette. Je ne sais pas si c'est ce scénario-là qui va se produire ou une variation de ce scénario-là, mais moi je pense que ce scénario-là est plus vraisemblable que le scénario de création d'inflation. Voyez, je crois que c'est plus ça qui va se produire. Il va y avoir un mécanisme institutionnel où ça va se passer. Alors, ceux qui perdraient à ça, c'est tous ceux qui n'ont pas fait le quantitative easing, notamment les Chinois. Or, vous avez vu récemment que les Chinois ils sont en train de faire ça. Alors, ils ne le font pas sur leur dette publique, mais ils le font sur la dette des collectivités publiques. Finalement, ça vaut. Hein. Surtout dans un grand État comme la Chine, il y a plein de petits États qui valent bien la Belgique et la France. Hein. Donc, on y arrivera. Hein. Donc, il est possible que le fameux Bretton Woods, ce soit faire en sorte que chacun ait goûté aux joies du quantitative easing, et ensuite, on annule tout ça. Je pense que c'est plus quelque chose comme ça qui va se produire. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une question concernant l'aspect innovation financière que vous avez abordé dans votre présentation. Et notamment, je voulais savoir comment se positionne et réagit Aviva sur l'arrivée de ces nouvelles entreprises qu'on dit des fintech ou technologies financières. Est-ce qu'elle est plutôt dans une logique d'accompagnement, essayer de travailler en collaboration, ou alors c'est plutôt pour l'instant de la négligence et se dit pas trop impacté par le bouleversement? Donc j'ai été directeur de la recherche et de l'innovation au CCF, comme le rappelait. Donc je crois à l'innovation, et je pense que c'est une très bonne discipline pour tous les acteurs économiques, y compris les collectivités publiques. C'est sain et bon. Mon message était plutôt sur quelle est la dose. Parce que si vous... Même le chocolat que j'adore ne peut pas être l'essentiel de mon repas. Donc il y a un moment, il faut équilibrer ça. Et je crois qu'il n'y a pas eu suffisamment de réflexion sur quelle est la quantité d'innovation qu'on peut ingérer. Alors, dans les entreprises, et notamment les entreprises d'investissement, c'est de plus en plus surveillé parce que c'est considéré comme étant un risque, et à raison, parce que c'est une nouvelle pratique, c'est des choses qu'on connaît moins bien, et donc ça suppose d'être plus surveillé et contrôlé. Mais je pense au sujet macroéconomique. Quel est macroéconomique au niveau des marchés financiers, voire macroéconomique sur l'ensemble. Et je trouve qu'il n'y a pas eu suffisamment de réflexion sur ce sujet-là. Bon, voilà, c'était le commentaire que je voulais faire. Deuxième élément, oui, nous sommes contributeurs dans une certaine mesure.
En ce qui concerne l'asset management en tant que tel, nous ne sommes pas à l'initiative de pépinières d'entreprises, comme ont pu le faire d'autres acteurs. Donc nous avons choisi de ne pas le faire. Nous sommes en revanche régulièrement souscripteurs de nouveaux fonds, les fonds Novo, qui ont été des fonds de financement aux entreprises au travers de prêts en direct. Voilà quelque chose que nous avons démarré. Et nous avons également démarré une activité chez nous de financement direct, de financement donc, non pas par les marchés, mais de financement direct aux entreprises. Donc oui, on est intéressé par ça. Et de temps en temps, il nous arrive d'investir dans des plateformes, et notamment une plateforme de crowdfunding, est quelque chose que nous avons fait, à la fois au UK en étant un acteur et en France en étant un investisseur. Donc on est conscient de l'intérêt du développement de ces parties-là, et on est si conscient qu'on ne peut pas tout faire, et donc il y a un moment, il vaut mieux faire mais ne rien laisser faire, disait le fameux général. Mais il vaut mieux faire que de faire mal, quoi. Bonsoir. À partir du 1er janvier 2016, les investisseurs institutionnels assureurs vont être soumis à Solvabilité 2. Ouais. Comment, côté asset management, on va pouvoir gérer une vision long terme des investissements et en même temps ces contraintes court terme avec une pénalisation forte des actions? Oui, c'est vraiment un des dégâts de cette réglementation. Il est nécessaire d'avoir une réglementation. Fallait-il calculer une value at risk un an en pensant que tout allait disparaître en un an? Bon, là, je crois qu'on est dans un domaine d'excès. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas une règle. Hein, et évidemment, ce sera une politique prudentielle, donc elle regardera des scénarios qui sont désagréables et dont le niveau de probabilité est relativement faible. Hein, donc il faut accepter ces règles du jeu. Mais en effet, alors que beaucoup ont pensé que ça apporterait, beaucoup maintenant s'aperçoivent du handicap que ça va générer, notamment sur le financement des entreprises, puisque sur les 3200 milliards d'épargne financière, vous avez un peu plus de la moitié en épargne assurance vie, et sur la totalité de cette épargne, nous pourrons peut-être investir 5%, 4 à 5% en actions. Donc on voit que si c'est un substitut à la retraite, et ça l'est souvent pour beaucoup d'épargnants, ça ne va pas aller là où il faut. Donc c'est pour ça que je disais que Eurocroissance et le développement de ces produits va mieux, mais ce ne sera pas parfait. Donc Solvency II est un challenge d'abord pour la compagnie, et ça va être un challenge pour le gérant des actifs de la compagnie à plein d'égards. Alors c'est un challenge et en même temps une bonne discipline, parce que suivre l'ensemble des actifs, avoir une discipline de valorisation régulière de ces actifs, choquer les actifs de façon cohérente, soit avec un modèle standard, soit avec des modèles internes. Nous irons, vers un modèle interne. Enfin, au début, ce sera des modèles mixtes. Hein. Il n'y aura pas de modèle pur interne. Ce sera toujours des combinaisons des deux. Mais je pense que c'est une bonne discipline. L'élément qui manque à toutes ces régulations, et je le dis là encore devant l'ESSEC et un exécutif programme, c'est qu'ils ne regardent pas le capital humain. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas la compétence de ceux qui travaillent et qui gèrent. Or, c'est l'élément clé. Avoir trop de capital entre les mains de gens qui le mettent par la fenêtre, donc il faut un capital humain, il faut des connaissances, il faut des pratiques. Et malheureusement, la réglementation ne pousse pas à ça. Elle ne fait
elle n'a pas fait beaucoup de progrès. Alors, à l'AMF, il y a maintenant un certificat. Donc, on sent qu'un minimum de compétences sont requises. Mais à quand imposera-t-on la revue régulière des connaissances? J'évoquais tout à l'heure le fait que le monde et les ruptures technologiques vont amener ça. Où sont les incitations pour être sûr que ça se passe? Est-ce que ça se passe uniquement par le capital? Voilà, moi, je pense que la surfocalisation sur les fonds propres crée un certain nombre de distorsions qui sont dommageables au bon équilibre et à la bonne gestion. Il faudrait mieux avoir un ensemble de critères. Dans l'ensemble des critères, le capital humain, c'est clé, surtout dans l'industrie financière. On dépense 2/3 de nos coûts à payer des talents. Faisons en sorte que cela soit vraiment bien adapté à ça et que ce soit pris en compte par le régulateur. Alors, il peut dire que c'est une nécessité, c'est encore mieux quand c'est pris en compte dans la régulation. Voilà. Exactement, c'est un autre élément. Mais pour avoir travaillé avec le régulateur, il s'appelait COB au moment et après AMF. Alors, en tout cas, dans la première décade là, du siècle, je trouve que l'AMF a fait vraiment beaucoup d'efforts en recrutant des gens de l'industrie, en ayant des... Alors bon, les choses ont peut-être changé. Ouais, mais en tout cas... Conseil scientifique, d'accord, mais après ceux qui déclinent en... Non, mais j'ai un de mes anciens élèves qui était gérant et qui est rentré aussi. Donc, ouais. Vous avez peut-être en gros raison, mais bon, c'est peut-être un peu plus nuancé. Ouais. La tendance juridique est dangereuse, en effet, mais c'est encore la tempérance, quoi. Dans ces métiers-là, il faut avoir un spectre relativement large de connaissances, faute de quoi l'hyperspécialisation est nuisible à soi-même et aux autres.